Cheikh Modibo Diarra, candidat du RPDM à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir. Pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2013 pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis malien et que, en tant que malien, je sais que mon pays peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait en ce moment. Deuxièmement, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je suis conscient de tous les problèmes de ce pays et je détiens des solutions que je sais peuvent marcher pour tout le monde. Et finalement, je suis candidat à l'élection présidentielle à cause de l'amour que j'ai pour le Mali et de la passion que j'ai pour les Maliens. Voilà les raisons qui font que je suis devenu candidat à l'élection présidentielle du Mali. Monsieur Diarra, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? Nos concitoyens sont préoccupés en temps normal par ce qu'on pourrait appeler la sécurité alimentaire. Les gens se préoccupent du devenir de leurs enfants, c'est-à-dire donner à ces enfants une bonne éducation, mais pas seulement cela. Faire en sorte qu'après avoir acquis une éducation solide, que ces enfants puissent justement vivre une vie productive pour qu'ils puissent faire avancer le développement du pays. Donc créer de l'emploi en adéquation avec les questions de développement de la nation pour que chacun puisse se sentir utile et utilisé par cette nation. Ensuite, évidemment, lorsqu'on demande aux gens de travailler, non seulement pour assurer la sécurité alimentaire, mais aussi le développement du pays, il faut assurer leur santé. Donc ça, ce sont des éléments que tout le monde connaît. Avec la situation qui prévaut aujourd'hui, les gens se sont rendus compte de l'importance aussi de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance au niveau de l'architecture et de la structuration de l'administration nationale, mais aussi au niveau de la façon dont les fonds sont gérés, les fonds publics. Ensuite, les gens ont pris conscience de la valeur centrale des éléments de sécurité de notre nation, à savoir notre armée, la police, les gardes et les gendarmes. Alors, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire essentiellement, il s'agit des secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Alors, lorsqu'on regarde ces secteurs, comment est-ce qu'on peut les développer de façon à aboutir à une sécurisation pour tout le monde dans le domaine de l'alimentation? La disponibilité des semences est sélectionnée pour nos cultivateurs, ce qui va avoir un impact immédiat sur leur productivité. Deuxièmement, il y a le problème de la disponibilité des engrais, mais des engrais qui soient adaptés à la qualité du sol où chacun vit. Moi, j'ai fait un test ces 2 dernières années sur une semence de maïs à travers de Kidal jusqu'à Kay, dans 200 villages. J'ai vu que ces villages avaient des sols différents, de qualités différentes, pour me rendre compte que la semence peut fonctionner partout. Il va falloir que nous fassions un effort pour mécaniser petit à petit, n'est-ce pas, nos outils de production. Et finalement, il faut maîtriser l'eau. Parce que quels que soient les efforts que nous mettons en avant, il va falloir, n'est-ce pas, trouver les moyens d'irriguer les champs, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Nous sommes dotés de quantités énormes d'eau dans les cours des fleuves, aussi bien sous l'eau, des eaux souterraines. Donc, il va falloir basculer sur une autre équation qui est l'équation de l'énergie, nous permettant de tirer cette eau-là à notre gré et de la rendre disponible aux usagers. Donc, ceci pourrait nous permettre de faire même de multiples cultures dans l'année et de la culture à contre-saison. Mais même lorsque nous allons finir de résoudre les problèmes des semences, les problèmes des engrais, lorsque nous allons maîtriser l'eau, lorsque nous allons faire tout ça, il va falloir résoudre quand même le problème de la sécurité alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire ne pourra être atteinte que lorsque le prix du kilo du riz sera un prix qui sera abordable pour nous deux. Sinon, si vous avez 100 tonnes de riz et que vous avez besoin d'1 kilo, mais vous n'avez pas le prix pour acheter 1 kilo, ces 100 tonnes de riz sont à côté de vous, mais vous aurez toujours faim. Donc, il s'agit de prendre cette équation-là qui a beaucoup de paramètres. Et je parlais aussi de la maîtrise de l'eau, mais la maîtrise de l'eau doit faire appel aussi à une politique d'énergie, une politique énergétique très très conséquente qui nous permette vraiment de tirer cette eau-là de sous le sol et des cours de fleuve pour pouvoir irriguer des plaines arables que nous avons.
Et donc, une politique énergétique aussi fait partie de l'équation de la sécurité alimentaire. Et tous les problèmes sont empêtrés les uns dans les autres comme ça. Ce sont des problèmes à multiples paramètres que souvent les gens voient simplement la surface. On pense que la disponibilité, des fois on fait la confusion entre la disponibilité, n'est-ce pas, de la nourriture et la sécurité alimentaire pour tous. Évidemment, la disponibilité est un paramètre, mais il faut encore que les gens puissent pouvoir l'acheter. Le pouvoir d'achat aussi fait partie de cette équation. Si vous prenez le domaine de l'éducation, c'est pareil. Hein? Et d'ailleurs, on voit comment cette équation-là est compliquée, parce que l'éducation, si elle n'est pas mise en adéquation avec les projets de développement, aboutit toujours, n'est-ce pas, à des chômages qui sont indescriptibles. Alors donc, il s'agit de retourner, de faire un pas en arrière. Tout est important. Mais à un moment de la vie d'une nation, il faut faire des choix. Alors moi, je dis que nos choix, c'est-à-dire dans le déploiement des ressources qui vont être réservées à l'éducation, il faut que nous puissions mettre le poids sur la formation, de tout ce qui touche le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. 2, qu'on puisse former des ingénieurs qui puissent nous aider avec des infrastructures de toutes sortes, les routes, le développement de l'énergie solaire par exemple, et autres choses. 3, il nous faut développer le domaine de la médecine pour que nous puissions augmenter le taux de disponibilité de médecins par tête d'habitant. Et puis 4, comme nous voulons absolument éduquer nos enfants, il va falloir donc mettre l'accent sur la formation des enseignants qui vont s'occuper de l'éducation de ces enfants. Le 5e, évidemment, qui m'intéresse beaucoup, c'est lorsqu'on pense à la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Il va falloir former des administrateurs qui ont un sens très aigu, n'est-ce pas, de l'État. Des gens qui savent les textes de l'État, qui connaissent ce que ça veut dire la bonne gouvernance, à savoir le premier pas vers la bonne gouvernance, c'est l'impartialité de l'administration, c'est les mêmes qualités de service à tous les citoyens, quel que soit leur revenu et leur statut social. Donc il va falloir avoir une école d'administration très très solide et très robuste, qui va nous former des administrateurs de haut niveau. Et lorsque ces secteurs-là, ces 5 secteurs de tout ce qui touche l'agroalimentaire, tout ce qui touche la santé, l'éducation, les infrastructures et l'administration, on devrait faire de ces secteurs-là des priorités au niveau de nos universités. Parce que dans le temps immédiat, c'est ce dont nous avons besoin vraiment pour accélérer notre développement. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? J'ai été frappé par 2 choses. Lorsque, pour des raisons indépendantes de notre volonté, un président de la République démissionne ou n'est plus disponible, n'est-ce pas? Nous avons vu la difficulté qu'il y a à organiser des élections en 40 jours. Ça, c'est un problème très important qu'il va falloir mettre dans nos textes et réviser les textes pour pouvoir prendre ça en compte. La deuxième chose qui est importante à mon avis, c'est de mettre en place un processus qui puisse faire que les citoyens puissent faire partir un président élu, mais de façon légale. Et puis une autre chose que j'aimerais beaucoup changer, n'est-ce pas, c'est remettre vraiment la démocratie entre les mains du public, du grand public, des citoyens. C'est-à-dire, dans la loi électorale, il faut absolument enlever le parrainage par des députés ou par des élus locaux et mettre le parrainage entre les mains des citoyens. Votre mot de la fin? Nous avons une situation que nous vivons aujourd'hui au Mali, une situation jamais vécue avant. Il est important que ces élections du 28 juillet puissent se passer de façon paisible. Nous avons la chance de les tenir dans un mois béni du Ramadan, où les gens pensent les uns aux autres et sont beaucoup plus apaisés. Et ça, c'est une chance. Et notre façon de montrer que nous aimons le Mali, c'est d'exercer ce devoir citoyen qui nous permettra de mettre à la tête de notre État la personne qu'il faut, mais soutenue par le plus grand nombre, ce qui nous donnerait déjà de la force pour justement initier le lancement dont nous avons besoin vers un Mali nouveau. Voilà le mot de la fin que j'ai. Je demande à tout le monde, aux jeunes, aux femmes, aux hommes, à tout le monde de sortir et de voter massivement. Évidemment, j'aimerais qu'ils votent massivement pour moi, évidemment, mais que tout le monde sorte pour voter dans tous les cas. Je vous remercie. Merci, M. Diarra.